Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, alors que les partisans de David Portefigue manifestent scandaleusement et bruyamment pour empêcher le tribunal de statuer en toute indépendance, je vais vous parler de la chasse. Vous allez dire quel rapport entre la chasse et ce que nous venons d'entendre de la part de l'expert de Sengenki. Eh bien, la chasse, c'est un exercice réglementé. Ne peut pas chasser qui veut. Pour pouvoir chasser, il faut avoir le droit de chasser. Et en plus, on ne peut pas chasser à tout moment. Il y a des périodes ouvertes à la chasse. Il y a une ouverture de la chasse, une fermeture de la chasse. En dehors de cette période, la chasse est interdite. Troisième point, la chasse ne peut pas être opérée n'importe où. Je sais bien qu'il y a une ouverture de la chasse à Paris, mais vous avez des territoires sur lesquels vous avez le droit de chasser et des territoires sur lesquels vous n'avez pas le droit de chasser. Ici, j'ai le droit, là, je n'ai pas le droit, quand bien même il existerait un chemin privé qui me permettrait de passer de l'un à l'autre. Troisième point, quatrième point plus exactement, le chasseur ne peut pas utiliser n'importe quelle arme. Il est lié par un principe, je dirais, de loyauté vis-à-vis du gibier. Et enfin, il y a des espèces qui sont protégées. On ne tue pas n'importe quoi à la chasse. Eh bien, dans l'affaire du bug bounty qui nous intéresse aujourd'hui, nous sommes dans la chasse. Il y a un droit de chasser si on est contractuellement lié avec bug bounty. Il y a une période de chasse, vous l'avez vu, qui est limitée au 9 avril. Il y a un territoire de chasse qui est limité à l'espace irlandais, et quand bien même il y aurait un chemin privé, le VPN, qui nous permettrait d'accéder au territoire national, c'est interdit. Il y a des méthodes qu'on n'emploie pas. Et enfin, il y a un gibier qu'il faut protéger, ce sont les données. Et voilà pourquoi David Portefigue est là aujourd'hui. Non pas parce qu'il est pentester, mais parce qu'il est chasseur. Et il n'est pas chasseur. C'est un braconnier. Ce n'est pas Rabolio qui lutte contre le gendarme. C'est un prédateur. C'est un viandard. C'est un viandard que vous aurez aujourd'hui à juger. Et ce viandard, en fait, c'est un personnage complexe. Dr Jekyll, mais Mr Hyde. Il se prétend hacker éthique. En fait, il va être un perturbateur des systèmes de traitement automatisé de données. Le voilà qui entre en action dans ce cadre du bug bounty. Et jusqu'alors, dans les premiers instants, les premiers jours, les premières heures, nous ne pouvons que l'applaudir. Il va découvrir le buffer overflow sur Acrobat Reader, logiciel propriétaire. On est en dehors du champ du bug bounty, mais après tout, c'est un logiciel que l'on peut très bien tester depuis la loi de programmation militaire pour des raisons de sécurité. Si on a un droit de l'utiliser, on peut considérer par, par un raisonnement peut-être un petit peu excessif que Portefigue peut l'utiliser. Et donc, merci pour Acrobat, mais ça ne nous intéresse pas dans le code du bug bounty, c'est hors programme, hors périmètre. Et notre ami qui travaille nuitamment, parce qu'on voit bien qu'il a besoin d'argent, ça je pense qu'il faudra qu'on en tienne compte et qu'on examine cette question du besoin financier de l'intéressé. Eh bien, il va travailler nuitamment. La nuit du 2 avril au 3 avril, la nuit du 3 avril, qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir la faille cross-site seeking XSS qui va permettre éventuellement de faire une injection dans les pages web. Bravo, monsieur Portefigue. Oui, vous avez trouvé enfin une faille qui mérite d'être retenue au titre du bug bounty. Oui, le 3 avril, toujours nuitamment, parce que vous travaillez, on ne peut pas vous le reprocher. Vous avez trouvé la faille sur la plateforme permettant une injection SQL. Et là, véritablement, vous allez rentrer dans le périmètre du bug bounty. Donc jusque-là, jusqu'au 3 avril, en fin de journée, on peut dire, monsieur Dave Portefigue, bravo, vous êtes un grand pentester, peu importe si le crowdsourcer estime que vous êtes parmi les meilleurs, en tout cas, vous avez
trouvé. Mais là où les choses commencent à se gâter, et c'est là où la dérive, la pente commence à être prise, c'est le 3 avril à 18h30. Là, vous allez découvrir une faille dans un certificat de sécurité SSL qui est obsolète. Et cette faille, elle permet de rentrer dans le VPN, qui n'a pas été fermé, faute, on revient au SSI de Beau Bébé, parce que, effectivement, le VPN aurait dû être fermé pour que le territoire de vos recherches soit circonscrit à l'Irlande. Mais vous allez travailler, vous allez trouver cette faille, et on peut dire qu'elle est en limite du périmètre du bug bounty. Bravo, monsieur Portefeuille. Mais là où les choses commencent à se gâter, et c'est là où vous allez devenir Mr. Hyde, c'est qu'en fait, vous allez exploiter la faille, parce que vous allez plus loin. Vous voulez absolument gagner davantage d'argent, vous voulez vraiment être le meilleur. Et là, vous allez non seulement rentrer dans le VPN, mais vous allez mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui vont conduire à créer une fausse maintenance. Alors, quand on vous voit rentrer dans le VPN, par le VPN dans le système français, on se pose tout de suite la question, a-t-on affaire à une personne qui pénètre frauduleusement un système de traitement automatisé de données? Là, j'avoue que la jurisprudence mérite d'être regardée avec beaucoup d'intérêt, notamment l'arrêt Lorelli du 20 mai 2015, Cour de cassation, qui a dit que lorsqu'on rentre accidentellement, lorsqu'on pénètre dans un système qui n'était pas fermé, pas protégé, on ne peut pas retenir la pénétration frauduleuse. Toutefois, vous savez très bien que, rentrant par ce VPN dans le système français, vous étiez hors bug bounty. Toutefois, vous savez très bien que cette pénétration n'était pas accidentelle. On pourrait donc retenir la pénétration frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données au titre de l'article 323.1 du Code pénal. Je veux bien écarter cette infraction, considérant que tout le reste suffira à vous entraîner une condamnation sévère. En revanche, si vous pénétrez d'une manière fortuite, même si vous dites au stupeur, c'est dans la procédure admirablement faite par les services de police, c'est un petit clin d'œil que j'envoie, admirablement bien faite. Si vous pénétrez dans ce système, au stupeur, dites-vous, dans votre procès-verbal de garde à vue, ça veut dire que vous êtes bien conscient à un moment donné que votre présence dans le système est interdite. Et donc, c'est en pleine conscience que vous allez vous maintenir dans le système. Et là, nous appliquerons la jurisprudence Lorelli du 20 mai 2015, avoir conscience du caractère frauduleux du maintien, et c'est ce que vous faites, et vous vous maintenez dans le système. Voilà pourquoi, déjà, dès le 3 avril à 18h30, vous êtes en infraction. Et puis, le 4 avril, à 7h30, vous continuez, vous explorez le réseau mère. Que faites-vous dans le réseau mère? Vous êtes hors bug bounty. Et là, vous allez usurper l'identité du responsable de la maintenance. Et l'usurper comment? En prenant son adresse IP? Non. En prenant son nom et son prénom. En tout cas, des éléments qui permettent de l'identifier nominativement. Et là, vous n'êtes plus dans l'usurpation d'identité au sens où on l'entend avec la LOPSI, la loi du 14 mars 2011, mais vous êtes tout simplement dans l'usurpation classique d'identité qui est prévue et réprimée par l'article 434-23 du Code pénal, parce que vous avez porté atteinte à une personne au risque d'entraîner pour elle des poursuites pénales. Et là, non seulement vous allez usurper l'identité, mais vous allez le faire pour accéder aux données. Et là, vous êtes encore une fois dans la pénétration, le maintien frauduleux. Mais pire, vous allez extraire ces données. Et je vous rappelle qu'extraire ces données, c'est quelque chose qui est aujourd'hui sanctionné par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les mesures liées au terrorisme, qui en quelque sorte mis à l'écart et rangé dans l'histoire de la jurisprudence, l'arrêt Lorelli du Bluetooth,
pour ce qui concernait le vol de données. Là, l'extraction, elle est bien connue par la loi, réprimée, prévue et réprimée. Alors, vous allez nous dire, ou on va nous dire, la défense, et c'est de bonne guerre. Oui, mais il a prévu l'ANSSI. Regardez, le 4 avril, après 17h30, ou 7h30, pardon, il envoie un mail à un ami de l'ANSSI pour lui dire, voilà, il y a une faille SSL V3. Et alors? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé un chameau coureur, un SMS, un pigeon voyageur? Non, mais est-ce qu'on s'envoie un mail à quelqu'un que l'on connaît à l'ANSSI? Si vous allez à l'ANSSI, vous avez des gens qui, tous les jours, sont techniciens de service et nettoient les couloirs. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des personnes qui méritent d'être prises en considération par rapport aux dispositions de l'article 23, 21, 4 du Code de la Défense, qui exonère l'ANSSI de toute dénonciation au titre de l'article 40 des personnes qui ont bien voulu, de bonne foi et sans avoir fait de publicité par ailleurs, dénoncer, mettre en évidence des failles? Non, d'abord, vous le faites à l'ANSSI uniquement sur la faille SSL V3. Mais elle est parfaitement clean et nous n'avons aucune récrimination à faire à votre encontre. En revanche, entre-temps, vous avez pénétré, vous êtes maintenu dans un système, vous avez extrait des données, et ça, vous en parlez à l'ANSSI, vous n'en parlez pas à l'ANSSI. Alors, je pense que l'ANSSI a un rôle essentiel à jouer, mais je vous rappelle qu'il y a une procédure à jouer, et quand bien même, vous auriez été de bonne foi, quand bien même il n'y a pas eu de publicité, ce qui est dans le cas, dans l'affaire qui nous intéresse, en quoi l'article 40, du moins sa dispense, empêche le ministère public d'exercer l'action publique? Si le ministère public considère qu'il y a une infraction, eh bien, ce n'est pas parce que l'ANSSI se sera interposé que le ministère public ne pourra pas poursuivre. Alors, vous relancez le crowdsourcer le 6 avril, pas de nouvelles, et ça vous désole. Enfin, attendez, il n'a pas que ça à faire, vous n'êtes pas le seul, il y en a d'autres. Et ce n'est pas pour moi une cause qui explique votre action passée et celle qui va venir après. Le 9 avril, c'est la fin du bug bounty. On arrête la chasse, on sonne, c'est fini, on rentre les chiens, maintenant on va au résultat. Et là, le résultat, il est modeste pour vous. Vous croyez avoir des grives? Vous avez des merles. Et les merles qui vous rapportent quand même 450 €. Mais ça ne vous plaît pas. Ah, ça ne vous plaît pas. Et vous allez continuer. Et le 15 avril, vous allez repartir. Et vous allez repartir de plus belle. Parce que vous allez utiliser la même identité usurpée pour passer par la connexion SSH. Et là, vous allez chiffrer 15% du chiffre d'affaires en termes de données correspondant au nord-ouest. Là, encore une fois, pénétration frauduleuse. Encore une fois, maintien frauduleux. Par rapport aux données, que peut-on dire? Peut-on dire qu'il s'agit d'une altération du fonctionnement du système de traitement automatisé de données qui relèverait de l'article 323.2 ou bien d'une modification des données, article 323.3? Si on repart sur les travaux parlementaires de la loi Godefrein, et si on écoute Jacques Godefrein, il vous dira que l'article 321.1, ce sont les systèmes, les machines. L'article 323.2, c'est le fonctionnement par rapport au botnet, par rapport aux bombes logiques, par rapport au malware. Et que l'article 323.3 porte sur les données. Et qu'en vérité, en cryptant les données, en les chiffrant, pardonnez-moi, mais vous savez, le parquet ne connaît parfois manie mal la langue française concernant le chiffrement et le décryptage. En chiffrant ces données, vous les modifiez, parce que vous ajoutez autour de la donnée une carapace qui sera elle-même retirée au moment du déchiffrement, du décryptage. Et vous recommencez le 20 avril, et là, 22% du chiffre d'affaires est compromis. Mais là, je crois aussi que le plus grave, c'est que vous allez vous adresser avec une fausse identité, enfin un pseudonyme, à QRC 27, qui, je vous signale quand même, appartient déjà à une personne qui agit sur Internet avec cette, ce pseudonyme. Mais
je ne retiendrai pas une usurpation d'identité sur Internet, au sens où l'entend l'article 226.4.1 du Code pénal, parce que pour moi, cette utilisation de ce pseudonyme hacker CF27, c'est un élément qui démontre encore une fois le caractère frauduleux, la manière avec laquelle vous voulez cacher votre action par rapport à la victime. Et là, vous allez exiger 4 000 € pour échanger et donner la faille. Alors ça, si ça ne s'appelle pas une extorsion, d'ailleurs, je rappelle, Madame la Présidente, que notre tribunal, pas plus tard que ce matin, a rappelé que l'extorsion, c'était l'obtention de fonds par la contrainte. La contrainte qui est peut-être une contrainte morale. Or, quand vous prenez une entreprise beau bébé, dont le chiffre d'affaires est quand même important, et qui voit son activité, notamment son commerce en ligne, fortement retardé, altéré par l'action d'un mauvais chasseur, eh bien là, vous êtes bien dans une contrainte, la contrainte des entrepreneurs. Il faut être entrepreneur pour comprendre ce que c'est que cette contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ça, il y a l'emploi, derrière ça, il y a la survie de l'entreprise. Si ce n'est pas une contrainte, alors où est la contrainte pour une personne morale? Et alors voilà, on continue toujours l'action de notre ami, et puis il va bien falloir qu'il tombe, parce que l'enquête va mettre en évidence que sur son PC, il y a des données, toutes les transactions commerciales de la société Beau Bébé depuis 2009. Ce n'est pas rien, 7 années de connexion. Qu'il faille, la société qui a été commise par Beau Bébé découvre le 1er juin un malware particulièrement puissant qui permet de crypter l'ensemble de la messagerie du personnel. Alors, existe-t-il un lien entre ce malware et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? J'ai des doutes. Nous avons des doutes. Vous avez des doutes. Mon petit doigt me dit que c'est vous. Mais le petit doigt du procureur n'est pas la main de la justice. La main de justice sera une main de fer. Et peut-être une main de velours. La main de fer parce que vous reconnaîtrez Dave Portefigue, coupable d'avoir le 3 avril 2016 pénétré frauduleusement et s'être maintenu frauduleusement dans le système de traitement automatisé de données. Le 4 avril, avoir usurpé l'identité du responsable de la communication. Pénétrer, s'être maintenu frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données. Avoir procédé à une extraction frauduleuse. Le 15 avril, avoir pénétré, s'être maintenu frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données. Avoir modifié les données qui sont dans le système de traitement automatisé par chiffrement. Avoir tenté d'extorquer des fonds auprès du responsable. Et après, le 20 avril, avoir pénétré encore et s'être maintenu frauduleusement, et avoir modifié les données, et avoir encore une fois tenté d'extorquer. Pour toutes ces raisons, vous allez vous montrer sévère. Sévère parce que vous devez, à tout prix, le tribunal, marquer le territoire du pentester. De très nombreux hackers éthiques attendent votre décision parce qu'ils entendent travailler dans le respect de règles déontologiques. Ils entendent dire par le droit, par la justice, quelles sont les règles qu'il ne faut pas transgresser. Ils attendent tout cela. Et si nous ne sommes pas fermes, si nous ne fixons pas les limites, alors, la porte est ouverte pour toutes les transgressions. C'est la loi Godefroy que vous allez vider de son sens, une loi qui, depuis 1988, a résisté à toutes les lames de fond, parce que c'était une loi pleine de bon sens. Alors, parce que David Portefigue a commis tous les faits dont que j'ai qualifiés tout à l'heure, vous allez le condamner. Vous allez le condamner à une peine d'1 an d'emprisonnement et de 5 000 € d'amende. Alors, main de fer, main de velours, 27 ans, a besoin d'argent, on sent bien, a besoin d'une reconnaissance, a besoin de faire, je dirais, son trou, quand bien même il est diplômé ingénieur en système de réseau. Alors, David Portefigue, je pense qu'il faut
peut-être aussi lui donner un signe aujourd'hui, un signal, en assortissant votre sanction du sursis total s'agissant de l'emprisonnement et partiel s'agissant de la peine d'amende. S'agissant du sursis, je crois que vous pourrez l'assortir d'une mise à l'épreuve, et je propose notamment, parmi les mesures de mise à l'épreuve, qui suivent le permis Internet qui a été créé pour les élèves de CE2.